Bienvenue sur VoyageCast. Bonjour, Monsieur Pichon. Bonjour, vous pouvez m'appeler Bernard. Hein. Bernard, ah ben c'est gentil. Je sais jamais comment vous appeler parce que quand même je vous connais. Enfin, je vous entends à la radio depuis que je suis petit, alors j'ai toujours un peu d'hésitation. Vous êtes venu sur VoyageCast pour nous parler d'une jolie phase des voyages, celle qu'on oublie parfois, c'est les rencontres. Parce que la dernière fois, on avait parlé plutôt du métier, ce qui est très intéressant, le métier qui est le vôtre de journaliste, reporter, voyageur. Mais vous faites aussi énormément de rencontres. Et vous êtes venu aujourd'hui un peu pour nous citer quelques rencontres que vous avez faites qui sont intéressantes. Oui, toutes les rencontres d'une manière ou d'une autre le sont. Et effectivement, je pense que quand on voyage, c'est peut-être l'attrait principal du voyage. Même pour ceux qui ne le font que durant leurs vacances, ça me semble difficilement concevable, moi, de passer un certain temps de villégiature dans des clubs fermés où les rencontres se limitent aux autres membres du club sans qu'on ait des ouvertures sur l'extérieur et qu'on fasse un peu connaissance des gens du pays. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, en tant que voyageur professionnel, et avec un peu de recul, ce sont souvent justement les rencontres très personnelles, très émotionnelles, qui me laissent le plus d'images. Paradoxalement, parfois davantage que les photos ou les vidéos que je peux ramener de mes pérégrinations. Donc, effectivement, je commence à avoir dans ma mémoire, à défaut de les avoir écrites, un certain nombre d'histoires qui font une petite collection comme ça, de portraits que souvent le hasard m'a permis d'accumuler, si vous voulez, au fil de mes voyages. Alors, je ne sais pas si vous voulez tout de suite que je vous donne quelques exemples de ces aventures rencontres. Mais avec grand plaisir, on va parler des USA et du Mississippi, si j'ai compris, dans la première histoire, non? Oui, en fait, pour les trois histoires que je vais vous raconter, c'est un peu là que ça se passe. Si vous voulez, on va peut-être commencer par le Mississippi. J'ai eu la chance, effectivement, il y a quelques années, d'aller explorer les environs du fleuve et surtout les environs de la communauté Cajun. Vous savez que les Cajuns sont des prétendus francophones d'Amérique. Je dis prétendus parce que quand on les rencontre vraiment, on s'aperçoit que leur accent est si fort que c'est encore plus difficile de les comprendre que certains Québécois qui sont déjà durs à saisir dans leur langage. Donc, je me trouvais là-bas, au bord du Mississippi, dans la communauté Cajun, au large de la Nouvelle-Orléans, si on veut être un peu plus précis, et je cherchais quelqu'un qui puisse me parler de leurs coutumes, de leur vie, de leur façon de pêcher, parce qu'ils pêchent dans des bayous, des petits canaux, de manière traditionnelle, la crevette, etc. Et quelqu'un me dit, oh, vous devriez aller rencontrer le vieux Richard, parce que lui, il a plein de choses, et puis il a 85 ans, donc il en sait un bout, etc. Donc je me mets en recherche de ce vieux Richard, et je tombe effectivement sur un vieux monsieur tout à fait délicieux, qui portait bien son âge, le visage buriné comme ça. Et au début, je comprenais rien de ce qu'il me disait parce que effectivement, son vocabulaire et son accent étaient si différents du français habituel qu'il fallait un moment pour que l'oreille s'habitue. Mais finalement, j'ai passé le temps qu'il fallait avec lui pour que je commence à saisir un peu précisément ce qu'il me racontait. Et quand on est devenu un peu amis, il s'est aventuré sur des chemins un peu plus intimes de sa vie. Et à un moment donné, alors que j'étais sur le point de le quitter après avoir parlé des coutumes générales, de la gastronomie, de tout ce qu'on pouvait dire sur les chansons et la culture des Cajuns, il me dit, vous savez, j'aimerais quand même vous dire encore quelque chose. Chaque matin et chaque soir, ma première et ma dernière pensée, c'est pour Micheline. Je dis, ah bon. Mais qui est cette Micheline, Richard? Il me dit, ah, c'est une longue histoire, mais tous les matins et tous les soirs, c'est à elle que je pense. Et puis, je l'ai pas vue depuis, ça fait plus de presque 70 ans. Je dis, ah bah, c'est une histoire de jeunesse alors. Il me dit, oui, ben oui, je vais vous dire. Il faut vous reporter à la fin de la guerre de 39-45, au moment où les Alliés ont imaginé de débarquer en Normandie. Et à ce moment-là, nous autres, les représentants de minorités aux États-Unis, nous étions de la chair à canon, facile à engager. Donc c'est dans nos rangs qu'on venait chercher ceux qu'on envoyait à la mitraille. Et donc, me dit-il, j'ai été enrôlé pour aller participer au débarquement en Normandie. Et par chance pour moi, mon équipe est arrivée 3 jours après que le gros du job, c'est-à-dire le principal du travail, ait été accompli. Il fallait comprendre que les premières troupes avaient débarqué en laissant leur lot de victimes sur les plages de Normandie, et que donc quand Monsieur Richard est arrivé sur place, eh bien, il n'avait plus tellement besoin de combattre, mais il fallait trouver des solutions de repli et de logement pour toutes ces équipes qui arrivaient encore à ce moment-là. Et donc, ces compagnies.
Et donc, lui, il a été placé dans une petite famille d'un village dont j'ai oublié le nom, un petit village de Normandie, chez le sacristain de la paroisse du petit village. Et quelque temps après cette installation, logé dans cette famille française, il s'est aperçu qu'il était totalement amoureux, tombé en amour avec cette fameuse Micheline qui était la fille du monsieur de la famille. Donc ils avaient le même âge, vraisemblablement autour de la vingtaine, peut-être même un petit peu moins, 19-20 ans. Et cette idylle a duré quelques semaines jusqu'à ce que monsieur Richard, notre Cajun, reçoive l'ordre de regagner un bateau pour être rapatrié aux États-Unis, les opérations auxquelles il était associé étant achevées. Alors il est allé vers le père de Micheline et il lui a dit Monsieur, je vous devais avoir remarqué, mais Micheline et moi, on est vraiment très épris l'un de l'autre et je souhaiterais qu'elle vienne aux États-Unis pour qu'on puisse se marier. Et le Français lui a répondu mais mon brave garçon, tu es adorable, mais moi je n'y vois pas d'inconvénient. Tout ce que je veux c'est le bonheur de ma fille. Le problème c'est que ni toi ni moi n'avons assez d'argent pour payer son voyage. C'est pas l'armée qui allait l'embarquer à bord du bateau avec les soldats et puis payer un voyage privé pour elle pour aller jusque là-bas, ça verrait impossible. Et donc, nous pouvons faire face à cette situation. Il a bien dû se résoudre à monter seul dans le bateau. Donc, il y a une scène de cinéma où il l'embrasse pour la dernière fois. Il dit au revoir, mais peut-être qu'on se reverra, ou en tout cas, on s'écrira. Alors, à partir de là, la vie a fait son chemin. Monsieur Richard, mon Cajun, a été repris dans ses activités en Amérique. Je crois qu'il a écrit pendant quelque temps à Micheline. Il y a eu une petite correspondance épistolaire qui s'est un petit peu dissoute avec les années. Et donc, quand je l'ai rencontré à l'âge de 85 ans, il me disait que même s'il n'était plus en contact avec elle, sa première et sa dernière pensée était pour Micheline. Je lui dis, mais enfin, Richard, vous n'avez pas eu l'idée de vous marier? Et il m'a répondu, oh non, monsieur, c'est bien évident que n'importe quelle autre histoire d'amour que j'aurais pu imaginer n'aurait jamais été aussi belle que celle de Micheline. Donc, j'ai préféré jusqu'à maintenant vivre avec mon souvenir. Et j'en étais un petit peu là, comme on peut être à la fin d'un film ou d'un roman qui se termine sur une note de frustration, en me disant c'est quand même dommage que ce monsieur ait passé toute sa vie dans un songe au lieu d'essayer de construire quelque chose d'autre. Alors je lui dis mais enfin vous-même vous n'avez jamais eu assez d'argent plus tard dans votre vie pour refaire un petit voyage en France et essayer de la retrouver? Il me dit oui, mais il y a seulement quelques années. Au moment où je l'ai rencontré, c'était peut-être une année ou deux après un anniversaire rond du débarquement en Normandie, pour lequel les anciens combattants, les contemporains du débarquement avaient été invités, enfin certains d'entre eux, à faire un petit pèlerinage en France. Et il avait fait partie du groupe. Donc, à l'occasion de ce pèlerinage sur les plages de Normandie, il n'a eu qu'une idée, c'était retourner dans le petit village en question où il est allé. Il est allé frapper à la porte de la mairie. Et là, il y avait que des jeunes, me dit-il, qui étaient devant des écrans d'ordinateur. Et il entre, c'était aussi une autre scène de cinéma, hein, un petit peu timide il faut l'imaginer, dans le bureau de la mairie, en disant, excusez-moi, je m'appelle Richard, etc. Qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut, etc. Mais écoutez, je cherche Micheline, et je sais plus le nom de famille de Micheline, disons Micheline Dupuis, puis tout le monde dit, tu connais Micheline Dupuis? Non, moi non plus. Et il y a une vieille demoiselle qui était dans un petit bureau derrière, qui entend la conversation, et qui arrive en disant mais vous voulez parler de la famille du sacristain de l'église? Il dit, oui, c'est ça, exactement, Micheline Dupuis. Et il dit écoutez, à ma connaissance, elle est à Lille depuis de nombreuses années déjà. Elle est en tout cas mère, si ce n'est pas grand-mère. Et je crois qu'elle a eu une vie assez heureuse là-bas. Je crois qu'elle a eu 2 ou 3 enfants, peut-être même 3, peut-être même 4. Enfin, j'en sais rien. Alors Richard lui a dit, vous pensez la revoir? Et la dame lui dit, j'en sais rien. Il dit, bon, eh bien écoutez, si jamais vous deviez la revoir, dites-lui juste une chose, c'est que Richard pense toujours à elle. Voilà. Alors, c'est incroyable. Ça ferait presque une nouvelle ou un scénario de film, ces histoires qui devraient se faire et qui ne se font pas. Et il y a peut-être 6 mois, une année, l'idée m'est venue tout d'un coup de mettre des mots, d'écrire cette histoire et de la faire publier quelque part. Et j'aurais eu besoin d'une photo de ce monsieur Richard. Et quand je l'ai rencontré, j'étais tellement captivé par ce qu'il me racontait, que j'enregistrais d'ailleurs pour la radio, que j'ai même pas pensé à sortir mon appareil photo ou ma caméra et à en faire le portrait.
Donc j'ai essayé de retrouver sa trace à travers la communauté cajun de là-bas, sur les bords du Mississippi, et j'ai reçu un petit message en retour en disant: cher monsieur, nous avons grand chagrin il y a quelque temps d'avoir perdu monsieur Richard qui est décédé il y a 6 mois. Donc voilà, il est parti avec son histoire et avec Micheline. Ouais, c'est un peu triste, mais c'est mignon quand même. À un moment, quand vous avez dit Micheline, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible que ce soit notre Micheline. Mais non, quand même pas. Ah non, 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 pas ça aurait été vachement bizarre quand même. Oui, oui, il y a d'autres Micheline dans le monde. Voilà. On va peut-être rester un tout petit peu dans le périmètre du Mississippi. Ceux qui sont allés là-bas savent qu'il y a de nombreuses anciennes plantations avec de très belles maisons coloniales qui sont maintenant reconverties au tourisme. Et donc, quand on va dans ces maisons, d'ailleurs, il y en a une qui a servi au tournage du film Dialogue avec un vampire, si je me souviens bien, avec Brad Pitt. C'est des beaux décors naturels. Alors quand on va faire du tourisme là-bas, on peut visiter ces plantations et il y a des gens sur place qui ont un peu appris l'histoire de la maison et qui en ont long à dire sur l'esclavage et sur dont parfois certains sont les descendants d'esclaves d'ailleurs, les guides de couleur qui sont dans ces plantations. Et j'avais l'impression que ce serait intéressant de faire un reportage sur l'une d'entre elles qui avait une longue histoire attachée justement à l'esclavage. Et j'arrive un soir, ça devait être quelque chose comme 6h moins 10, toujours avec mon attirail de radio, là-bas à la réception, et je lui dis, est-ce que vous auriez un guide francophone? Et il y a une des filles qui me dit: oh sure, we have one. Je sais plus comment il s'appelait, disons Mark. Et puis je dis: alors appelez Mark. Et puis voilà. Et je vois arriver un garçon, tout ce qu'il y a de plus américain, qui me dit, néanmoins dans un français absolument parfait et sans aucun accent américain: vous arrivez un tout petit peu tard. Notre institution ferme à 18h. Et moi, je suis un peu pressé aujourd'hui, mais si vous avez le temps de repasser demain à 9h, eh bien, je vous en dirai un petit peu plus sur l'histoire de la plantation. Alors, on prend rendez-vous, j'en passe une nuit dans l'hôtel le plus proche, et le lendemain matin, je me pointe à 9h, et le Marc était disponible. Il me fait faire la visite que j'attendais, très érudit sur l'histoire de la plantation, sur les esclaves qui y avaient travaillé, les maîtres, les seigneurs et les plantations, quoi. Et au bout d'un moment, je lui dis, ça m'a fait plaisir de rencontrer un Français quand même ici. Puis il me dit: un francophone, vous voulez dire? Puis je dis: parce que vous n'êtes pas français? Puis il me dit: non, je suis américain, je suis d'ici. Je dis: mais écoutez, c'est incroyable. Combien de temps avez-vous vécu en France? Il me dit: je suis jamais allé en France. Mais vous n'êtes pas allé dans un pays francophone? Il me dit: pas du tout. Je dis: mais alors vous avez une famille francophone, comment se fait-il que vous parliez un français aussi parfait sans aucune trace d'accent américain? Il dit: écoutez, je pense que je suis un petit peu doué pour les langues parce qu'on me dit que c'est pareil en italien, un petit peu en espagnol. C'est vrai que j'aime les langues et donc ça fait maintenant 6 ans que je fréquente assidûment l'Alliance française de la ville la plus proche et je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et maintenant je suis très intéressé par la culture française, etc. Et ce qui m'a motivé, alors je finis sa phrase en lui disant: ah bah c'est bien sûr de pouvoir avoir une longueur d'avance sur vos confrères guides et de pouvoir accueillir ici tous ceux qui parlent français parmi les touristes. Et il me dit: non, pas du tout. C'est que nous sommes au début d'une administration qui ne me plaît pas du tout. C'était le début du premier passage de Bush, donc il y a quelques années de ça, son premier mandat en tant que président des États-Unis. Et ce garçon avait le sentiment, à tort ou à raison, vraisemblablement à raison, que ce qu'il lisait dans la presse locale ou plus générale aux États-Unis ne donnait pas un reflet très fidèle de la réalité du monde politique et encore moins de ce qui se passait aux États-Unis. Et il a ressenti le besoin d'apprendre le français principalement pour avoir accès aux publications comme Le Monde ou comme Le Nouvel Observateur, enfin surtout les grands journaux français dont il pensait qu'il lui donnerait une vision plus objective et plus complète de ce qui se passait à ce moment-là. Et bon, donc, ce qu'il a fait avec beaucoup d'enthousiasme et de talent. Et au moment où je l'ai rencontré, il était abonné, c'était pas encore sur Internet, mais il allait peut-être au kiosque voisin où il recevait par poste tous ces journaux pour élargir ses points de vue. Et je lui dis: est-ce que ça a marché? Il me dit: mais complètement. Pour tout vous dire, je viens d'un milieu plutôt conservateur et maintenant j'ai complètement retourné ma veste parce que je m'aperçois que ma connaissance était très partielle et surtout très peu objective. Et donc, je suis absolument ravi d'avoir fait cet effort. Et maintenant, j'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité, si je fais quelques économies, d'aller voir les choses sur place en Europe pour mieux connaître l'Europe aussi.
Je dis, et qu'est-ce que ça a changé d'autre dans votre vie? Puis il me dit, des relations avec ma femme. Ah bon? Oui, parce que elle ne parle que l'américain, l'anglais américain, et elle n'a pas du tout suivi ce chemin-là, et ça donne des conflits avec elle chaque fois que j'évoque la politique, parce qu'elle est restée ultra conservatrice, et donc on a deux vitesses dans la famille, la mienne et la sienne, et c'est un sujet qu'on évite désormais pour ne pas créer des brouilles dans l'entente conjugale. Ah, c'est impressionnant ça alors, ouais. Oui, mais c'est un bon raisonnement, je trouve, hein, vraiment de. Et ça m'a conforté dans l'idée que il faut toujours nuancer le propos quand on porte des jugements très généraux sur une nation, une population. La tentation, c'est de dire les Américains, comme on dit les Allemands ou les Italiens. On finit par dire les Juifs et on sait où ça mène après ça. Maintenant, j'essaie toujours de dire certains Américains ou de préciser desquels je parle quand je fais allusion à une population, parce que on peut trouver tellement de contre-exemples par rapport à une image un peu réductrice qu'on se fait d'une nation au regard de certains de ses représentants, que de temps en temps on rencontre des gens complètement différents. Durant ce même voyage, d'ailleurs, je me souviens avoir fait mon check-out dans un motel où j'avais séjourné une nuit, et la fille à la réception voit mon passeport, ou enfin elle a vu à un moment donné que j'étais suisse, elle me dit « Oh, you come from Switzerland !» Elle me dit dans la suite de la conversation, est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, aux gens de votre pays, qu'on n'est pas tous des fans de George W. Bush? Et ça allait dans le même sens, et je trouvais assez amusant qu'une jeune fille à la réception d'un hôtel, sans même savoir que j'étais journaliste, si je me souviens bien, mais simplement parce que je pouvais en parler autour de moi, répandre la nouvelle selon laquelle il y avait des contestations sur sa politique à l'époque, quoi. Ouais, bah moi j'avais été 2 fois aux États-Unis, et les 2 fois j'ai été très surpris par les Américains qui étaient vraiment très gentils. La seule chose peut-être, c'est que ils avaient tendance à être beaucoup plus gentils quand on disait qu'on était suisse que quand on était français, parce que c'était au moment où la France avait pas vraiment accepté de soutenir les États-Unis dans la guerre, et donc il y avait un peu une sorte de tension comme ça. Question des frites françaises, là, les French fries Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, par ailleurs, il faut replacer ces histoires dans le contexte effectivement d'un pays qui m'étonne toujours par le côté très provincial de ces médias. C'est très difficile quand on est en dehors des grandes villes comme New York, San Francisco, Los Angeles, d'avoir des nouvelles du reste du monde, que ce soit sur les chaînes de télé locales ou dans la presse. C'est toujours tout ce qui se passe juste autour. À tel point que quand même une grande majorité de la population est très peu au courant de la marche du monde, hein. Ça, je pense que vous l'avez remarqué aussi. Il faut vraiment chercher. Mais avec Internet, je trouve ça de moins en moins compréhensible, voilà. On va dire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il faut, surtout depuis 3-4 ans, mais avant c'était un petit peu ça. Ouais, incroyable. Alors effectivement, c'est des histoires comme ça qui s'attachent à des personnages, et il m'en est arrivé une autre au Canada. Il y a quelques années aussi, j'avais pour mission de suivre pendant une semaine un rallye aérien. Alors, il faut que je précise ce qu'est un rallye aérien. C'est un peu l'équivalent dans les airs des rallyes automobiles. Un groupe de passionnés, en l'occurrence d'aviation et non pas d'auto, donc, pratiquement tous constructeurs de leur propre petit avion, souvent avec des modèles de kit, qui étaient quand même après, comment est-ce qu'on appelle ça, officialisés par des examens pour des questions de sécurité, bien sûr. Enfin, ils recevaient des patentes pour pouvoir voler, mais de drôles d'instruments volants, avec des hélices pas toujours où on imagine qu'elles devraient être, enfin des drôles de trucs. Et ils se réunissaient pour faire ce rallye qui partait de Montréal, qui revenait jusqu'à Montréal, mais avec une grande boucle à travers différentes provinces du Canada anglophone et francophone. Et donc, ils étaient une trentaine et ils recevaient des points en fonction de leur prouesse en tant que pilote. Et les épreuves à parcourir, c'était à réussir, c'était utiliser le moins de carburant possible pour aller de point A au point B, le premier qui y arrive, quelle est la précision de l'atterrissage au mètre près avec quelqu'un qui mesure le point où les roues se posent sur le tarmac, tout ça sur des petites pistes évidemment très très improbables d'aérodrome plutôt que d'aéroport. Et chaque jour, j'accompagnais un autre pilote dans sa drôle de machine. C'était parfois des hydravions, c'était parfois d'autres avions, parfois même un hélicoptère. Et souvent, on arrivait, disons, au milieu de la matinée quelque part, et ils avaient toute la journée pour étudier la météo, faire leurs plans, parfois même passer la nuit et entrevoir l'étape suivante seulement le lendemain. Enfin, quel que soit l'horaire, j'avais toujours là où on se posait
7 ou 8 heures devant moi pendant qu'ils faisaient leurs petites affaires où ça m'intéressait pas forcément d'aller suivre leur préparation technique. J'avais d'autres intérêts dans ce reportage. Et un jour, on se pose un matin dans un petit bled qui s'appelle Amos, qui est quelque part au milieu des longues forêts et des lacs canadiens. Francophones et donc ils me disent alors on se voit à 18h ce soir, ça doit être peut-être 10h du matin et je dis bon qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette journée parce qu'alors apparemment il y avait vraiment rien à faire, une espèce de ville de petite ville de western avec un main street comme on voit dans les films et puis en dehors rien du tout. Je commence à arpenter cette rue en me disant au moins faire un peu de lèche-vitrine, mais ça se résume à pas grand-chose. La poste, l'épicerie du coin, la petite école, l'église. Et ça. Je m'arrête quand même à l'épicerie et à tout hasard, je demande à la dame qu'est-ce qu'il y a à voir ou à faire à Amos. Elle me dit, oh pauvre monsieur, il n'y a pas grand-chose, c'est nous, vous savez, ici on est bien loin de tout, etc. Je dis oui, mais je vous dis quand même, je suis journaliste, j'aimerais bien enregistrer quelque chose pour la radio, alors peut-être un groupe de chant ou quelque chose comme ça. Et il y a son mari qui lui dit mais envoie-le chez Pajot. Alors qui est Pajot? On dit, oh c'est Michel Pajot. Puis qu'est-ce que Michel Pajot a de spécial? Ben il habite tout au bout du village là, mais il faut marcher un bon bout et c'est l'homme qui parle au loup. Je dis pardon? Oui, l'homme qui parle au loup. Alors là, je dis c'est déjà quelque chose d'intéressant. Il y a un homme qui parle au loup. Oui, allez voir, vous verrez bien. Bon, j'avais rien à perdre, donc j'entreprends la marche et j'arrive effectivement au bout de quelques longues minutes de promenade vers une espèce de petit zoo avec des enclos où je vois des petits castors, des petits lynx, comme première approche des oiseaux dans d'assez grandes cages. Et c'était marqué mini zoo ou jardin zoologique de Michel Pajot. Et alors je rentre et je demande à voir Michel Pajot, l'homme qui parle au loup. Et on me dit oui, mais on va l'appeler, etc. Et je vois arriver une espèce de force de la nature, un énorme bûcheron, comme on peut les imaginer quand on caricature un peu les hommes des bois canadiens. Et il me dit qu'il a du temps, qu'il est content de rencontrer quelqu'un d'ailleurs, et que si je veux enregistrer quelque chose sur son histoire, ben il me la racontera. Alors on se met dans un petit coin, et je lui dis mais pourquoi est-ce que vous appelez l'homme qui parle au loup? Il me dit oh mais ça alors il vaut mieux que je vous le montre plutôt que vous racontez. Je dis bah, montrez-le-moi, et il m'emmène. On fait de nouveau un grand bout à pied, et on arrive à l'orée d'un bois. Et là, il me dit, sors ton machin, là, en désignant mon micro et mon enregistreur. Et bien alors, tu vas voir. Et puis quand je faisais tourner, à l'époque c'était encore des bandes, la bande dans mon enregistreur, il se met à faire quelque chose comme oulou, 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 en mettant ses mains sur sa bouche pour porter la voix au loin. Et puis j'attends 10-15 secondes, il se passe rien. Puis je dis alors, il me dit mais attends. Encore 10 secondes, et tout d'un coup, au bout vraiment d'un bon bout de temps, on entend, mais venu du fin fond, dans un écho de fin fond de nulle part, une espèce de meute qui fait tout en même temps, oulou, 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 c'est visiblement le cri des loups. Et je dis mais c'est pas possible, il y a des loups qui sont ici dans la nature. Il me dit oui, mais ils sont loin, donc il faut avoir un peu de patience. Et puis je dis est-ce que je peux essayer moi? Mais vas-y. Et comment vous avez dit oulou loulou? Oui, oulou loulou. Voilà. Bon, j'essaie de faire le plus proche de ce qu'il a fait. Et alors là, j'ai eu beau attendre une minute où il y avait aucun animal qui me répondait. Donc j'en ai conclu qu'il y avait vraiment un langage un peu spécial entre les loups et lui-même. Et on est retourné dans sa maison pour qu'il m'en dise davantage. Alors là, il me dit, oh, c'est une longue histoire parce que quand j'étais petit, à l'âge de 8-9 ans, même avant, je crois, j'ai dû quitter l'école parce que j'étais tellement ascolaire, je faisais tellement mauvais résultats que j'ai désespéré l'instituteur et il m'a dit que je ferais mieux de faire autre chose et de m'occuper de la nature ou de culture ou de choses comme ça. Mais j'étais tellement proche ici des milieux de chasse du Canada que assez vite, j'ai été repéré par des chasseurs qui voulaient m'utiliser comme guide parce que je connaissais les traces des animaux, la piste des endroits où on pouvait les piéger, le cas échéant, etc. Donc assez rapidement, j'ai commencé à gagner ma vie en tant que jeune homme comme accompagnateur des chasseurs en saison de la chasse. Et je leur ai fait attraper plus de proies qu'ils n'auraient pu rêver par mes connaissances d'un vrai homme des bois. Et puis il y a quelques décennies, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, c'est vraiment le cas de le dire.
Et au lieu d'être du côté des chasseurs, je suis venu du côté des protecteurs de la faune, parce que j'ai quand même été témoin de certaines scènes qui étaient à la limite du massacre pour la récolte des peaux, enfin pour toutes sortes de trafics. Et donc, j'étais pas très fier d'être de ce côté-là. Et au lieu d'être guide de chasse, j'ai utilisé mes compétences et mes connaissances pour devenir le récupérateur de tous les orphelins de ces animaux dont les parents étaient pourchassés. Alors quand les chasseurs allaient sans moi tuer des ours adultes ou des orignaux ou d'autres bêtes, des castors, que sais-je, moi je suivais derrière discrètement, et si je voyais qu'il y avait des petits à l'abandon, je les récupérais parce que sinon ils étaient condamnés à mort, et je les mettais ici dans mes enclos. Et alors, en allant voir un peu plus loin, effectivement, il y a de plus grosses bêtes. Il y avait un enclos plus gros avec des ours, il y en avait un autre avec toutes sortes des lynx, etc. Et il m'a expliqué que le but, ce serait évidemment de les remettre dans la nature pour qu'ils retrouvent leur milieu naturel, mais que dès que ces animaux, comme on sait, ont été imprégnés par l'homme, ça devient très difficile parce qu'ils sont rejetés par les autres, et puis aussi ils ont perdu l'habitude de chasser si on les nourrit. Donc il avait développé des techniques permettant d'essayer de les garder les plus sauvages possibles, quand bien même ils étaient dans ces enclos, ce qui n'était pas évident. Et il me disait surtout que moi, je m'y attache sentimentalement, et quand je dois relâcher un ours qui a passé 2 ans avec moi dans la nature, je suis obligé de lui lancer des cailloux, de lui faire peur, de lui montrer que l'homme est son ennemi, pour qu'il ait une chance de survivre et qu'il évite en tout cas de s'approcher des hommes pour faire copain quand des chasseurs sont dans le coin. Alors, il y en a certains avec qui ça marchait, d'autres pas. Et puis, ceux qui restaient dans son enclos, c'était ceux dont il avait décidé qu'ils n'étaient pas réadaptables à la vie sauvage. Et voilà, le temps a vite passé avec ce monsieur qui m'a fait montrer tout ça, qui m'a expliqué comment lui pouvait entrer le seul dans la cage aux loups, parce qu'il y avait aussi il y a quelques loups captifs là-dedans, d'anciens orphelins de la chasse, comment il pouvait caresser ses ours, etc., mais lui seul. Et puis, je dis, mais finalement, quelle est votre plus belle histoire après tant d'années avec les animaux? Et c'est là qu'on part sur une autre encore histoire de ce monsieur qui parle au loup. Il me dit, pendant des années, j'ai eu comme amie une femelle orignale. Alors, faut peut-être juste ouvrir une parenthèse pour rappeler ce que sont les orignaux au Québec. C'est ces grands cerfs, mais alors vraiment géants, parce que quand on est debout nous-mêmes, notre tête arrive à peine sous le ventre de l'animal. Donc, c'est vraiment très, très grand, qui sont dans les forêts canadiennes. Et donc, il en avait une, mais qui n'était pas captive, qui simplement, quand il allait se balader dans la forêt, venait toujours lui dire bonjour, et il lui avait donné un prénom, Aglaé. Et ils avaient leurs horaires, c'est-à-dire, ils savaient quand Aglaé passait près de la rivière, et donc ils s'arrangeaient pour être là, lui faire des petits bonjours, et tout, et tout. Et j'ouvre juste encore une petite parenthèse pour préciser que durant toutes ces périodes d'accompagnement de la chasse ou de rapport avec la faune, il me disait qu'il avait appris à lire dans les yeux, dans les prunelles des animaux, et surtout quand les animaux étaient mourants. Il me disait, je me penchais vers eux et j'avais l'impression que je pouvais comprendre ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils me disaient, rien qu'en lisant dans leurs yeux. Enfin, bref. Donc voilà, la femelle qui s'appelait Aglaé, une femelle orignale, et un jour il va, comme d'habitude, au rendez-vous plus ou moins agencé avec elle à l'heure dite au coin de la forêt, mais ce jour-là il la voit chancelante sur ses pattes, vraiment pas en bonne forme, et il calcule les années depuis le temps qu'il la voyait. Il s'est dit, ah oui, c'est qu'elle est devenue vraiment vieille maintenant, parce que ça fait déjà tant d'années, c'est pratiquement l'âge limite pour un orignal, donc elle doit être au bout de sa vie. Et en levant les yeux au ciel, il voit qu'il y avait des oiseaux de proie qui commençaient à tourner côté en haut. Alors il dit, ça c'est pas bon signe, et j'ai pas envie qu'elle finisse misérablement à moitié dévorée par des corbeaux, je sais pas quelle sorte d'oiseau tournicotait en dessus. Donc il me dit avec beaucoup de pudeur, je suis retourné à la maison et j'ai pris ce qu'il fallait pour qu'elle n'ait pas à souffrir. Il n'a pas prononcé le nom de fusil, mais on pouvait comprendre qu'il s'agissait de ça. Et donc, il m'a dit, j'ai fait ce qu'il fallait. Et quand elle était par terre, je me suis penché sur son œil. Et je sais pas s'il a encore eu le temps d'entendre, mais je lui ai dit, tu sais, Aglaé, s'il existe une autre vie et qu'on s'y retrouve, je te reconnaîtrai tout de suite. Alors n'oublie pas, c'est ton ami Michel. Et voilà. Et puis Aglaé est morte à l'orée de la forêt. Et il me dit, j'ai fait un énorme détour pour rentrer chez moi au lieu de prendre le chemin le plus direct, parce que j'avais les larmes plein les yeux. Et je voulais surtout pas que ma femme me voie comme ça, j'avais honte. Encore une fois, c'était une force de la nature, et c'était pas vraiment le type qu'on s'attendait à avoir pleuré pour un oui ou pour un non.
Et quand il est arrivé assez tardivement au petit zoo, sa femme justement l'attendait sur le perron en lui disant mais Michel, où tu étais? On te cherchait partout. Qu'est-ce que c'est? Tu es parti sans nous dire. Il dit mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas, c'est pas la fin du monde. Puis il dit non, mais on avait besoin de toi parce que dans l'écurie on a, et je sais plus quel était le prénom d'une autre, mais une autre femelle orignale qui venait de mettre bas et ça s'était passé difficilement et donc Michel aurait été bien utile pour aider à cette mise bas de cette femelle orignale. Mais il a couru à l'écurie, et le bébé se portait bien, finalement ça s'était bien passé. C'était une petite femelle, donc, qui venait de naître. Alors il m'a dit, je me suis penché sur elle, j'ai ouvert sa pupille, enfin, écarté ses paupières, et je lui ai dit, tu es sûrement Aglaé, tu vois, je t'ai déjà reconnu. C'est génial. Alors voilà, ça c'est quelques petites histoires de voyage. J'en ai peut-être encore une qui, par association d'idées, me revient par rapport à la confrontation des cultures et en particulier à la culture francophone. Je me trouvais il y a 2 ou 3 ans à Hong Kong et on m'avait donné un guide francophone, ce qui était quand même bien agréable quand on parle pas chinois, pour me mener à travers Hong Kong vers les quartiers qui étaient susceptibles de m'intéresser. Et ce garçon qui devait avoir la trentaine n'avait de cesse de me montrer qu'il connaissait énormément de choses sur la France, où il avait passé 4 ou 5 ans. Alors il me parlait de Depardieu, il me parlait de Zola, il me parlait de Johnny Hallyday, enfin de tout ce qu'on pouvait dans tous les secteurs, de Claude Lelouch, pour me montrer qu'il en savait un bout et donc qu'il avait adopté complètement cette culture qu'il trouvait fascinante. Et il me dit, mais maintenant, voilà, je suis de retour à Hong Kong et c'est vrai que la France me manque beaucoup. Je dis, mais en quoi est-ce que ce voyage vous a changé en dehors de vous ouvrir à une culture et à un art que vous connaissiez peut-être moins bien ici? Et il me dit, mais sans m'en rendre compte, je m'aperçois que j'ai absorbé un peu comme une éponge toutes sortes de coutumes qui vous paraissent pas extraordinaires à vous parce que vous vivez là-dedans en permanence, mais moi, ça m'a imprégné sans que je m'en rende compte. Je dis, par exemple, tenez, par exemple, la semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma mère. Et je vais chez elle, et j'avais acheté un petit cadeau, et en lui donnant le cadeau, je l'embrasse, et je lui dis, bon anniversaire, maman, je t'aime. Et il me dit, je vois ma mère, mais complètement défaite. Et je lui dis, pourquoi elle aimait pas le cadeau? Il me dit, non, c'est pas du tout ça, c'est parce que je lui avais dit, je t'aime. Et je dis, ah bon, et ça lui plaisait pas? Il me dit, non, c'est pas que ça lui plaisait pas ou que ça lui déplaisait, mais c'est simplement que j'avais vu ça en France et que j'avais oublié que c'est une chose qu'on ne fait jamais en Chine. Jamais on ne dira je t'aime, surtout pas à quelqu'un qui est un proche ou quelqu'un de la famille. Je dis, ah bon? Et alors ça lui a déplu? Il dit non, mais elle était complètement décontenancée et elle ne savait pas quoi faire et comment traiter cette phrase et que répondre à ça. Et je lui dis, mais alors attendez, quand vous avez une petite amie, quelqu'un que vous aimez, vous voulez faire passer un message d'amour, alors comment vous faites? Et il me dit, ben oui, c'est bien l'expression faire passer le message, parce que ici, on peut pas le dire comme ça, donc j'irai dans un magasin de disques, j'achèterai une chanson en regardant bien le contenu des paroles de la chanson, et si je lui offre la chanson en question, en attirant son attention sur cette chanson-là plutôt qu'une autre sur le disque, elle va l'écouter, elle comprendra que c'est le message que j'ai voulu faire passer. Donc ça se passe par parole de chanson interposée. Il a quand même conclu en me disant que les choses étaient en train d'évoluer un tout petit peu parce qu'il se sentait pas le seul à avoir ce genre de réaction à l'occidental, surtout dans des grandes villes comme Hong Kong. Le brassage des populations est tel que des coutumes commencent à passer comment dirais-je, d'une part de la population à l'autre. Et c'est clair que il y a certainement des Chinois qui n'ont rien de chrétien et qui se mettent à fêter Noël ou des choses comme ça qui sont dues maintenant au brassage de mégapoles comme ça. Mais je pense que si on allait ce que je n'ai pas fait, dans des petits villages de la Chine reculée, eh bien, cette histoire aurait encore plus de poids parce qu'alors elle serait vraiment, elle serait encadrée par un contexte totalement chinois, sans imprégnation occidentale. Ouais, ça va peut-être finir par venir, hein, comme tout. Oui, mais c'est ça. Alors c'est une chose qui est très frappante dans les voyages, c'est de voir à quel point la mondialisation justement finit par égaliser les choses. Et alors parfois c'est un petit peu à bien parce que ça peut aller quand même dans le sens objectivement d'une sorte de progrès par rapport, je sais pas, à la liberté d'expression, enfin toutes sortes de sujets dont on est assez fier de notre côté. Et puis d'un autre, il y a une perte de choses qui sont des éléments identitaires assez intéressants et assez précieux.
Je reviens tout juste de Birmanie et ce qui m'a frappé dans ce pays, c'est justement qu'il est encore totalement préservé de la mondialisation pour des raisons qu'on sait, qui sont dramatiques au plan politique, même si les choses sont en train, heureusement, semble-t-il, de s'ouvrir un tout petit peu. Mais alors le côté positif de la chose, c'est que vous pouvez tourner votre regard à 360 degrés, vous n'avez pas à Hilton ou une vilaine construction dans les sites protégés par l'UNESCO, c'est que la beauté d'un paysage intact, des gens qui ont gardé leurs coutumes, qui sont généreux, ouverts, bien que vivant dans un grand dénuement. J'ai pas vu de misère là où je suis allé, mais disons quand même une extrême simplicité et qui sont prêts à tout vous donner. Enfin, toutes sortes de choses qui sont assez vite oubliées dès que, comme on sait, nous venons pervertir les choses. Ouais, c'est toujours dire, bon, c'est comme vous avez dit, hein, si c'est pour dire apprendre à dire je t'aime, à exprimer ses sentiments, je trouve ça magnifique. Après, c'est vrai que pour le reste, c'est un peu moins beau, mais ça se passe de toute manière. On peut. Alors voilà, il faut dire aussi que cette anecdote sur le je t'aime donné à sa mère m'a donné envie d'en savoir un tout petit peu plus quand même sur l'expression des sentiments et sur ce qui pouvait nourrir un mariage. Et en y en parlant avec d'autres Chinois à Shanghai cette fois-ci, j'ai constaté quand même que la notion du mariage romantique telle qu'on la conçoit chez nous est pas du tout chinoise. La plupart des mariages se font, enfin, presque tous, sur des bases purement matérielles. Souvent, ils sont encore arrangés par les familles, mais enfin, le principal intérêt d'une épouse, c'est de trouver un mari qui aura assez d'argent pour qu'elle puisse mener une vie le plus confortable possible, si ce n'est pas luxueuse. Et il y a des agences qui sont chargées de trouver de jolies épouses pour des hommes pressés qui n'ont pas le temps d'aller draguer. Et les principaux critères d'audition, il s'agit bien d'audition, il y a du casting pour trouver ces jeunes filles, c'est est-ce qu'elles seront est-ce qu'elles ont une dot, est-ce qu'elles seront aptes à faire face aux aspects matériels de la chose, mais tout ce qui concerne les sentiments ne fait même pas partie du questionnaire. Ouais, j'avais vu un excellent reportage sur ça à la télévision, justement. C'était vraiment très intéressant et ça nous paraît bizarre parce que c'est complètement différent de notre manière de faire. Mais bon, en même temps, nous, on remonte à une centaine d'années. Est-ce que c'était vraiment si différent que ça? Ah ben non, ben certainement pas. Vous avez raison de penser que il y a pas si longtemps, c'était des mariages entre familles. Il fallait et on parle même pas des familles nobles où c'était absolument indispensable qu'il y ait quelqu'un qui ait de la consanguinité, mais qui puisse garder les possessions familiales ou ancestrales dans le giron du nom. Ça c'est bien clair. Mais une fois j'en parlais. Alors cette fois-ci c'était en Libye, quand on pouvait encore y aller, avec de jeunes africains qui avaient passé la frontière et qui étaient quelque part dans la région de ces lacs qui sont des oasis magnifiques d'ailleurs dans le désert libyen et tous avaient une vingtaine d'années et tous projetaient de se marier. Je leur demandais de parler de leur promise et ils me disaient mais on sait pas encore qui c'est, nos parents oui mais nous pas encore. Donc c'était aussi tous des mariages arrangés. Et comme ils avaient l'air assez quand même instruits sur le reste du monde, on dit mais vous savez que chez nous ça se passe pas comme ça. Ils me disent oui je sais, mais on voit qu'en France les gens sortent le soir, ils vont dans des discos et puis ils se rencontrent là et c'est pas souvent sur cette base-là. Après ils se revoient, ils se marient, mais ça donne pas des mariages qui réussissent mieux parce que ils sont aveuglés par des aspects physiques ou enfin d'autres choses. Alors que chez nous nos parents ont la sagesse derrière eux, le poids des années et ils savent beaucoup mieux ce qui peut nous convenir que nous-mêmes. Ouais, c'est vrai, j'avais lu justement une sorte de rapport qui disait qu'en effet, il y a presque tout autant de mariages heureux quand c'est choisi que quand c'est nous-mêmes qui choisissons, quoi, ou quand c'est nos parents qui choisissent. Ceci dit, c'est vrai qu'on aurait quand même un peu de la peine Oui. à appliquer ça de nos jours dans nos pays, quoi. Mais oui. Alors en Chine, il arrive que, enfin, maintenant, pour parler encore du mariage, ce que j'ai découvert dans mes rencontres avec d'autres personnages que j'ai croisés, c'est que souvent donc les hommes, c'est un statut social. Plus ils montent dans l'échelle, plus il y a de nouveaux riches, et Dieu sait s'il y en a qui commencent à grossir le nombre maintenant des millionnaires en Chine. Comme d'avoir de belles voitures, c'est d'avoir de belles concubines, une ou deux, enfin trois même, etc. Et donc ça marque le statut social que d'entretenir des concubines. Ce sont des femmes qui ont de grandes exigences, souvent, elles veulent avoir leur appartement, ce qui n'est pas toujours évident dans les grandes concentrations urbaines chinoises, leur garde-robe et tout, etc. Elles entretiennent une certaine jalousie les unes par rapport aux autres si elles en apprennent l'existence de concurrentes. Et les hommes, donc, les collectionnent un peu comme de belles carrosseries de voitures. Et ils ont parfois les deux, d'ailleurs, dans leur collection. Alors, un peu naïvement, je disais, mais c'est épouvantable pour les épouses légitimes. Et comment est-ce qu'elles prennent la chose? Et
souvent, on m'a répondu, oh, mais vous en faites pas, elles s'ennuient pas de leur côté. Il existe aussi l'équivalent de très jeunes gens qui savent très bien les occuper. Ouais, ça me paraît quand même un petit peu tordu, hein, mais ben voilà, chacun son truc. Hein. OCD, ouais. Voilà. Voilà. C'est la version officielle de ce qui se passe de manière plus officieuse chez nous, les savoirs. Ouais, malheureusement, je crois que vous avez raison. Ouais, c'est. Dernière un petit peu plus courte par rapport au choc des civilisations. Là, c'était un soir sur une terrasse d'un restaurant dans la capitale des Maldives. Et on me dit, est-ce que vous voulez discuter avec quelques étudiants de la capitale? J'ai dit, oui, ça m'intéresserait parce que quand on va aux Maldives, il faut savoir que les îles sont somptueuses, c'est une espèce de paradis cliché de Robinson Crusoe, mais en dehors de la plongée sous-marine, l'exploration des coraux, etc., c'est pas là-bas qu'il faut aller si on veut avoir des contacts avec les gens, puisque tout est mis en œuvre pour qu'on n'ait pas de contact justement avec eux. Le personnel local qui travaille dans les hôtels est confiné dans ces baraquements. Si on est du bon côté, on est du côté de l'hôtel de luxe, et donc on passe de bonnes vacances, mais on n'apprend rien sur le pays. Donc j'ai saisi cette occasion pour dire oui, si je peux avoir une soirée pour parler avec les locaux, pourquoi pas. Et donc je me suis trouvé avec quelques étudiants, dont un qui parlait bien le français, sur la terrasse de ce restaurant, et il me dit, lui, je suis terrassé de voir le nombre de clichés et d'idées reçues qui circulent en Occident sur l'islam. Je dis, ah bon, quelles idées? Ah, mais vous savez mieux que moi qu'on est tous des terroristes, et puis surtout qu'on peut rien faire, c'est-à-dire qu'on peut pas boire d'alcool, que pas de sexe en dehors du mariage, patati patata. Je dis, ah bon, parce que tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe? Puis je dis, mais écoutez, officiellement, bien sûr, mais ici, il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour trouver de l'alcool où vous le voulez, les filles, c'est comme ailleurs, etc. Et je lui dis, ah bon? Et vous allez-vous quand même alors à la mosquée tous les vendredis? Il me dit, ah là, il vaut mieux, parce que politiquement, ce serait mal vu qu'on nous y remarque pas. Mais en dehors de ça, voilà. Puis je dis, mais alors attendez, quelle est la finalité finalement alors de l'islam pour vous? Puis il me regarde comme si j'étais vraiment même vraiment le dernier des imbéciles, ou des pas au courant. Et il me dit, mais la conquête de l'Occident, bien entendu. Donc, donc voilà. Mais comment donc? Mais bien sûr. au milieu d'un terrain assez vague, entre les préceptes et les applications, il y avait quand même une règle qui semblait évidente, et c'était celle-là, au cas où on soit pas au courant. Oui, c'est spécial. Bon, remarquez, j'avais été très surpris au Niger, qui est aussi essentiellement musulman, Oui. Où en plein marché, donc on peut acheter des choses tout à fait normales, Oui. il y a des vendeurs de DVD porno. Et Oui. moi, ça m'avait choqué parce que c'était vraiment, oui, à la vue de tout le monde, tout à fait normal. Et alors que je croyais que justement, ces choses-là, on les faisait cacher certainement, mais en tout cas pas... de manière aussi évidente. Voilà, et moi, c'est vrai que ça m'avait choqué, quoi. Vous me parlez du Niger, ça me revient maintenant, les jeunes gens dont je vous parlais pour le mariage arrangé et rencontré en Libye étaient d'origine nigériane, justement, effectivement. Ils étaient sur territoire libyen. Donc voilà, les rencontres dans les voyages, il faut parfois un peu peut-être les provoquer, parce que c'est évident que si vous restez confiné dans votre hôtel, vous n'allez pas les faire. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une espèce d'ange gardien ou de bonne étoile. Je crois en être bénéficiaire, parce que très souvent, les voyages que je fais sont courts pour des raisons financières. Et ils sont sponsorisés par des gens qui n'ont pas des moyens illimités. Et donc, on peut aller très loin pour très peu de temps. Et il faut ramener le maximum de matière dans un temps qui est compté. Un exemple, on peut aller au Japon pour 4 jours, et puis il faut vraiment, dès le moment où on est arrivé, prendre une douche, le temps de se remettre de la journée de vol, et puis c'est parti pour 12 heures de visite et de travaux. Donc c'est pas exactement comme voyager quand on voyage pour des vacances. Et il m'arrive parfois, au bout d'un séjour très court et très compact au point de vue des rencontres et des visites, de me dire, j'ai vu beaucoup de musées, j'ai vu beaucoup de choses officielles, d'expositions, de monuments, mais j'ai pas vraiment rencontré quelqu'un. Et très très souvent, c'est dans la dernière demi-journée ou dans des moments comme ça que le hasard faisant les choses, ou moi les provoquant, je sais pas, on tombe sur la personne dont on se souvient. Et je crois que les histoires que je vous ai racontées, c'était plutôt toujours vers la fin du voyage, quand il y a une espèce d'urgence à faire la rencontre, qu'elle se produit. Donc c'est peut-être aussi une question d'être attentif aux indices. Parce que parfois, c'est vrai que quand on vous dit l'homme qui parle au loup, il y a des gens qui vous disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tout d'un coup vous dites, tiens, là, il doit y avoir quelque chose derrière, vous êtes souvent récompensé de votre persévérance pour aller à la rencontre.
Ouais. Bon, il y a peut-être une façon d'être aussi, je sais pas, un sourire, un plaisir à découvrir Oui, non, qui se voit aussi, je pense. Faut mettre les gens en confiance et puis se dire qu'ils vous donnent ce qu'ils veulent bien vous donner. Mais en général, quand on a de manière même non professionnelle, la curiosité des autres, parce que les histoires sont toutes intéressantes. C'est pas nécessaire non plus d'aller au bout du monde pour trouver des gens qui ont des choses intéressantes à vous dire. Vraisemblablement, le voisin de palier dont on n'est même pas sûr du nom de famille. Si on prenait la peine de discuter avec lui, aurait aussi des choses à vous dire. Donc c'est effectivement une disposition d'esprit un petit peu ouverte à la curiosité et peut-être au non-jugement aussi, parce que c'est clair que si quelqu'un vous parle des coutumes de son pays et qu'elles vous paraissent étranges ou autres, c'est peut-être par politesse, c'est peut-être pas le moment de les critiquer, de dire ah bon, comme vous faites des choses comme ça, mais et de se poser en exemple de nous comme détenteurs de de quelque chose de plus intéressant ou de plus défendable, vous voyez. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très intéressant, vraiment. Hein. C'est chouette ces petites histoires. Moi, je pourrais vous écouter pendant des heures comme ça. Vous en avez fait vous aussi, sans doute. Des petites histoires, oui, quand même. Ouais, j'ai fait des jolies rencontres, je trouve. Vraiment. C'est toujours agréable, mais c'est vrai que ça demande d'être un peu ouvert et puis de profiter et puis de pas forcément avoir peur des gens, parce que des fois, on a un peu peur de l'inconnu. Et puis, je pense l'histoire du jugement, elle est importante aussi. J'ai dû réfléchir à cette histoire de peur quand j'ai écrit mon petit guide là qui s'appelait Voyager sans se faire plumer, parce que il y a un chapitre qui était consacré aux invitations que les locaux peuvent vous faire et aux mésaventures qui peuvent survenir. J'ai un ami, par exemple, qui est allé en Égypte et qui a accepté l'invitation dans une famille qui avait l'air hyper accueillante, etc., de villages assez éloignés des centres touristiques. Et quand il est arrivé là-bas, les femmes sont vite parties dans des chambres derrière. Il n'est resté qu'avec les hommes qui sont venus avec un grand sourire vers lui en disant « Mais elle est jolie, cette montre. Oh, et cette chaîne. » Il dit « C'est ma chaîne de baptême. Oui, mais elle est jolie aussi. Elle est en or. » Et il a compris dans le regard qu'il avait intérêt à tout laisser sur ça parce qu'il y avait des couteaux qui étaient derrière. Donc, à la fois être ouvert à toutes les occasions pour s'approcher des gens et de leur générosité d'accueil, mais quand même garder les pieds sur terre et évaluer les risques qu'on encourt parce qu'ils sont pas nuls. Et il y a des gens qui sont hyper souriants dans la rue et si vous les suivez, vous pouvez partir dans des histoires qui sont vraiment pas marrantes. Je pense un peu de prudence et puis d'expérience que vous avez parce que vous voyagez beaucoup, oui. Ça peut aider quand même. Mais ça veut pas toujours dire quelque chose non plus parce que un peu de temps après ce livre écrit sur les arnaques, je pensais être assez blindé et j'ai été quand même victime d'une très belle arnaque moi-même. Donc les cordonniers sont pas toujours les mieux chaussés, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je suis plutôt quand même du côté des prudents, à tout point de vue, parce qu'en voyageant beaucoup, par exemple, je suis pas celui qui goûte n'importe quoi sur les petits étals de nourriture, parce que je peux pas me permettre d'avoir une intoxication alimentaire si je dois bosser le lendemain, et puis parce que je suis pas très intrépide non plus. Je veux dire, je vais pas non plus, comme certains de mes confrères, tout de suite explorer les zones un peu interlopes des villes où on se trouve pour voir si c'est plus marrant dans les coulisses. Il y a un moment où, d'un pâté de maison à l'autre aux États-Unis, vous devez vous dire stop parce que vous voyez que de l'autre côté c'est plus la zone qui vous avez vos repères et où vous pouvez décoder ce qui va vous arriver. Donc jusqu'à maintenant, à part quelques mésaventures parfois assez cruelles dans des taxis notamment qui vous baladent n'importe où, vous savez plus où vous êtes, mais ça reste assez gentil. Je touche du bois, j'ai pas été détroussé ou menacé que sais-je de viol ou autre. Il faut toujours garder un œil prudent quand même. Voilà, et puis pas être trop émotionnel quand on vous promet de vous ouvrir toute votre maison. Ça peut être très généreux et très intéressé, mais pas toujours. Oui, bon, remarquez, on peut avoir les mêmes problèmes en Suisse aussi, hein, je pense. Il faut être prudent un peu partout. Enfin, le couteau sous la gorge à Bienne. Peut-être, on espère moins, ça c'est sûr. Alors, je sais pas, mais bon. Eh ben, c'était génial. Merci de nous avoir cité ces quelques petites histoires. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, on pourrait peut-être dire à ceux qui écoutent cette petite séquence que s'ils en ont, ça pourrait être sympa de les raconter aussi, ou même d'envoyer un petit mail pour résumer quelque chose. C'est toujours bien d'échanger ces choses. Vous avez parfaitement raison, c'est d'ailleurs un peu le but de VoyageCast. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse souvent à un pays en particulier ou un mode de voyage. On a fait l'autostop par exemple, qui était intéressant parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Mais j'aurais dans l'idée de faire 3-4 fois par année peut-être des
comme ça des petites séquences, histoire de voyage, parce que c'est toujours génial. Enfin, moi, c'est des séquences que j'aime beaucoup. À mon sens, il est plus facile de les raconter que de les écrire. Parce que souvent, mes confrères journalistes, quand je leur raconte un peu ce que je viens de vous raconter ou d'autres histoires, me disent « Oh, mais il faut que tu l'écrives, c'est soit dans un journal. » Et quand on couche les mots, il manque les intonations, ce qui fait un petit peu la vie quand on parle comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile à rendre par écrit. Ça devient vite littéraire et ça enlève une partie du parfum. Mais certains le font très bien, mais moi j'ai pas tout à fait ce talent. Je me sens plus à l'aise dans la narration orale comme on vient de la vivre ensemble. Alors merci de m'avoir donné l'occasion de de partager de cette façon. Bah, c'est un plaisir toujours, hein. Puis c'est vrai qu'on fait passer beaucoup plus d'émotions par la voix. Je trouve que on ressent les choses différemment. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite, je sais pas où est-ce que vous allez repartir ces prochains jours. Là, demain, je vais à Lyon juste pour une exposition sur les trucages du cinéma. Et puis après, je retourne au Canada dans 3 semaines parce que je suis jamais allé en hiver. Et donc, je vais découvrir le Québec dans les igloos. Alors, mes amis canadiens avec qui on a fait un podcast m'écrivent assez souvent et actuellement, il fait très très froid et il y a beaucoup de neige. Oh! Ah bah écoutez, j'ai vu que c'était sous les mêmes latitudes que Rovaniemi, donc il faut que je prenne des bottes. Voilà, sortez couverts. Alors, bon vent à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.